Paris respirait la fraîcheur automnale, et l'air humide, pénétrant, effleurait les vieilles pierres, bruissant dans les ramures jaunies du jardin du Luxembourg. Pour Martin, un jeune historien de l'art au regard perpétuellement inquiet, encadré par une tignasse de cheveux châtains indisciplinés, cette ville n'était pas qu'un simple point sur la carte, mais un véritable labyrinthe d'histoire, où chaque rue, chaque ruelle recelait son secret, son murmure discret, venu d'un passé lointain. Son obsession actuelle était la main de gloire, un artefact enveloppé d'une aura si sombre et répugnante que même lui, homme aguerri, ne pouvait détourner le regard. Les légendes la décrivaient comme le don maudit des voleurs parisiens, une main coupée et habilement conservée d'un brigand pendu, capable, disait-on, d'ouvrir toutes les serrures, de paralyser les dormeurs et d'émettre une lumière visible uniquement par son véritable propriétaire. Tout avait commencé par une découverte stupéfiante dans une petite boutique d'antiquités, ancienne et presque oubliée, à Montmartre. Parmi les bibelots poussiéreux et les tapisseries décolorées, Martin tomba sur un objet étrange, soigneusement enveloppé dans du velours fané. C'était une main, pas simplement le résultat d'une amputation, mais quelque chose de plus ancien, de plus sinistre. Squelettique, aux doigts noirs et ratatinés, elle semblait moulée dans le bois le plus sombre, parsemée de ceux qui ressemblaient à de la poix noire figée. Au premier regard, ce n'était qu'un souvenir sinistre, mais quelque chose d'insaisissable y résidait, une force pulsante et inexprimée qui l'attirait et le repoussait simultanément avec une puissance effrayante. Martin en paya une somme dérisoire, ressentant un mélange de frissons et d'une profonde et inexplicable inquiétude. Il la rapporta dans son modeste appartement parisien, où l'air était épais de l'odeur de vieux livres et baigné dans la lumière tamisée des abat-jours poussiéreux, éclairant des murs ornés d'étagères chargées de volumes rares et de cartes anciennes. L'ayant posé sur un massif bureau en chêne, tel un hôtel de recherche, il sentit le temps autour de lui suspendu. Les premiers jours s'écoulèrent sans que personne ne les remarque, dans un tourbillon de recherches acharnées et de découvertes. Martin, plongé corps et âme dans des archives poussiéreuses, d'anciens grimoires et des recueils oubliés de légendes urbaines, semblait lui-même devenu une partie du passé. Il y trouvait des mentions de la main de gloire, cet artefact effroyable, dans des traités d'alchimie décrivant ses propriétés mystérieuses, dans de sombres registres de l'Inquisition la mentionnant comme un instrument du diable, et dans des récits murmurés sur les guildes de voleurs. On disait que C.S. Maître du gain nocturne l'utilisait pour s'introduire dans les demeures les plus imprenables, telle une clé ouvrant les portes scellées. La nature même de sa création, telle que décrite par les sources, suscitait une horreur sincère. Il fallait un criminel pendu, dont la main, coupée à minuit sous la lumière de la lune, était ensuite soigneusement ointe de pommade spéciale. Ces onguents étaient préparés à partir d'herbes cueillies dans les cimetières lors des nuits sans lune, et, selon les croyances, une force particulière leur était insufflée par d'anciens sortilèges, lui conférant cette forme sinistre même qu'il avait lue. Le rituel lui-même, si répugnant dans son essence, que même des siècles plus tard, les lignes le concernant faisaient frissonner Martin malgré lui,
sentant un froid parcourir son échine. Mais plus il s'enfonçait dans cet abîme de savoir, plus son fascination grandissait, se muant lentement en une véritable obsession qui chassait toutes les autres pensées. Les étrangetés commencèrent discrètement, presque imperceptiblement, telles des ombres s'épaississant au recoin de sa conscience. Au début, ce n'étaient que des vétilles, des détails auxquels il prêtait à peine attention. Les portes, dont il se souvenait avec certitude les avoir soigneusement verrouillées avant de se plonger dans son travail, se retrouvaient soudain entr'ouvertes, comme si quelqu'un d'invisible était entré puis sorti, ne laissant derrière lui qu'une impression fugace d'une présence. Les clés, qu'il avait si coutumièrement laissées à leur place, se trouvaient ailleurs. Il mettait cela sur le compte d'une distraction ordinaire, de la fatigue accumulée par les longues et épuisantes heures consacrées à ses recherches. Mais bientôt, ces incidents, en apparence mineurs, prirent un caractère beaucoup plus envahissant. Une nuit, il se réveilla avec la sensation parfaitement nette que quelqu'un se tenait au pied même de son lit. Son cœur battait la chamade, résonnant d'un tambour sourd dans sa poitrine. Il alluma fébrilement sa lampe de chevet, mais la pièce était vide. Seule une faible lueur fantomatique d'un lampadaire extérieur filtrait à travers les interstices mal fermés des lourds rideaux. Pourtant, la sensation d'une présence invisible ne le quittait pas. Elle était glaciale, semblant pénétrer jusqu'à ses os, piquante, comme si une multitude d'yeux invisibles l'observaient attentivement depuis les ombres les plus profondes. Il commença à remarquer une chose étrange. Dès qu'il prenait en main la célèbre main de gloire, la pièce semblait se remplir d'une lumière douce, tamisée et vacillante, comme si elle émanait de cette sinistre relique elle-même. Il la portait prudemment à ses yeux, cherchant en vain le moindre éclat de lumière. Mais son regard ne rencontrait qu'une étoffe de chair desséchée et ridée, et des doigts osseux, fins comme des branches d'arbres. C'est alors qu'un ancien légendaire refit surface dans sa mémoire, celui d'une lumière accessible uniquement au véritable propriétaire. Cet artefact mystérieux, la main de gloire, s'était-il enfin éveillé? Cette pensée glaçait son âme de terreur, tout en éveillant une douce anticipation de l'inconnu. Depuis ce jour, Martin avait changé. Il était devenu plus réservé, quittant à peine les limites de son modeste appartement. Il passait ses journées et ses nuits à mener des recherches solitaires, absorbé par les mystères d'un artefact. 6 anciens amis, inquiets de son soudain reclus, tentaient de le contacter, mais ne recevaient en retour que des excuses évasives sur un emploi du temps insurmontable. Désormais, toute sa vie tournait autour de la main de la gloire et des énigmes non résolues qu'elle renfermait. Il avait entamé une série d'expériences audacieuses, essayant d'utiliser sa puissance pour résoudre une énigme de longue date, l'ouverture d'un vieux coffret oublié depuis longtemps, dont il ne parvenait pas à trouver la clé. Il toucha prudemment le verrou du coffret de ses doigts, psalmodiant des extraits d'anciens sortilèges tirés d'un vieux livre. Soudain, un déclic doux mais distinct retentit, et le lourd couvercle du coffret céda, s'ouvrant vers l'extérieur. À l'intérieur, sur du velours passé, reposaient quelques lettres jaunies par le temps, liées par un ruban délavé, et une délicate petite boîte, habilement sculptée dans de l'ivoire.
Dans la poitrine de Martin s'éveilla une montée d'adrénaline exaltante, mêlée d'anticipation. Ces expériences audacieuses portaient leurs fruits. Pourtant, plus il s'enfonçait dans ces rituels mystérieux, plus grandissait le sentiment d'une présence sinistre, quelque chose qui s'insinuait inexorablement au plus profond de sa conscience. Les nuits se transformaient en cauchemars interminables, peuplés d'ombres informes, de murmures terrifiants et de membres arrachés, tels des fragments arrachés à d'horribles gravures. Des visages d'inconnus qu'il n'avait jamais rencontrés de sa vie lui apparaissaient, et ses regards spectrales le hantaient d'un reproche muet. Au matin, au réveil, il se sentait complètement vidé, comme si une force invisible lui dérobait impitoyablement sa propre énergie vitale. Un soir, alors que Martin était penché sur un autre passage tortueux d'un ancien volume français, tentant de déchiffrer ses sombres secrets, un coup insistant retentit à la porte de son modeste appartement. Un frisson parcourut son corps. Il n'attendait absolument personne, surtout pas à une heure aussi tardive. À contre-cœur, comme s'il luttait contre une résistance invisible, il s'approcha du Judas. Une femme se tenait sur le seuil, jeune, aux traits fins, presque fragile, vêtue d'un élégant manteau sombre. Sa chevelure abondante, semblable à une aile de corbeau, tombait sur ses épaules, et ses yeux semblaient irradier une faible lumière mystérieuse dans la pénombre du couloir. Martin sentit une vague d'appréhension inexplicable et troublante l'envahir. C'était elle, cette femme qu'il avait vue à maintes reprises au plus profond de ses rêves. « Qui êtes-vous » murmura-t-il, le dos pressé contre la porte, sa voix tremblant de manière trahisonnelle. « Je m'appelle Cécile » répondit-elle depuis l'obscurité. Sa voix, grave et veloutée, résonna comme un froissement de soie, mais sous cette douceur se devinait une force d'acier, inflexible. « Je suis venu la chercher. » « La chercher pourquoi exactement ?» demanda Martin, sentant une terreur glacée s'insinuer lentement jusqu'au tréfonds de son âme. « Pour ceux qui lui revenaient de droit, » répondit Cécile, sa voix teintée d'une froide détermination. Martin n'ouvrit pas. Un pressentiment aigu et désagréable le traversa, lui murmurant que cette rencontre n'annonçait rien de bon. Cécile ne partait pas, elle demeurait là, dans l'obscurité impénétrable du couloir. Et Martin sentait son regard invisible mais perçant, comme s'il transperçait la lourde porte de chêne. Il s'approcha prudemment de la fenêtre, soulevant à peine le lourd rideau poussiéreux. La rue était noyée dans les ténèbres de la nuit, mais en bas, près de l'entrée, se tenait une vieille voiture sans prétention. 6 phares étaient éteints, et dans l'ombre épaisse près de la portière conducteur, Martin distingua une autre silhouette. Un contour indécis émergea de la pénombre, et Martin fut saisi par un sentiment de menace émanant d'elle. Elle était palpable, bien plus terrifiante que ceux qui émanaient de Cécile elle-même. Surmontant un instant de stupeur, il revint à son bureau, à cet artefact sinistre, la main de gloire. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, tel un oiseau pris au piège, vibrant de terreur. Il comprit qu'il était tombé dans un véritable piège, dont il semblait impossible de s'échapper. La main posée sur la table paraissait désormais d'une vie effrayante. Ses doigts osseux
semblait bouger à peine, comme en anticipation de quelque chose. Et cette lumière invisible qui avait déjà inquiété Martin était maintenant plus vive, plus insistante, pénétrant dans les profondeurs de sa conscience. Il comprit qu'il était entraîné dans un jeu sinistre, dont les règles lui étaient totalement inconnues. Estimant que l'attente passive ne ferait qu'accroître son malheur, Martin saisit résolument la main de Gloire et se précipita vers la porte, cherchant à s'arracher à ce cauchemar, à fuir sans regarder en arrière. Il ouvrit la porte d'un coup sec, mais Cécile n'était plus là. Elle s'était évanouie aussi soudainement qu'elle était apparue dans cette maison vide. Cependant, lorsque son regard glissa sur l'escalier sombre, il remarqua que la porte de l'entrée était entr'ouverte. De la noirceur béante qui s'y tapissait émanait un rire discret et terrifiant. Ce n'était pas un rire humain, plutôt le bruissement de feuilles d'automne sèches, chassées par le vent dans une vieille rue pavée, mêlée au souffle glacial et pénétrant de la nuit elle-même. Martin claqua immédiatement la porte, verrouillant tous les loquets disponibles. Puis s'adossa contre elle, cherchant à reprendre son souffle et à maîtriser la vague d'effroi qui l'envahissait. La main de Slava, posée dans la sienne, lui semblait anormalement froide, presque glacée. Il sentait distinctement comment, à travers elle, quelque chose d'étranger, quelque chose d'ancien et d'indiciblement maléfique s'infiltrait lentement en lui. À cet instant précis, il entendit un léger tapotement insistant. Non, ce n'était pas un tapotement, plutôt un grattement discret, venant des profondeurs de son appartement. Il se retourna lentement. D'un endroit de sa chambre provenait un murmure à peine perceptible. Le cœur battant à tout rompre, il se dirigea prudemment vers la pièce. La lumière du couloir n'atteignait pas cette partie de la maison. La chambre était enveloppée d'une obscurité absolue et impénétrable. Et là, dans ce voile de nuit opaque, il le vit, ou plutôt, il le sentit. Quelque chose pulsait lentement dans le coin de la pièce, près de la vieille et massive armoire. Il se trouvait là où il n'avait jamais laissé quoi que ce soit, ni trace, ni indice de présence. Quelque chose d'informe, ou peut-être possédant simultanément trop de formes. C'était un amas vivant d'ombre, vibrant d'une énergie inconnue, respirant en rythme avec son propre cœur. Et au milieu de cette obscurité tourbillonnante, il distingua des yeux qui brillaient de cette même lumière mystérieuse et invisible que la fameuse main de Gloire. En scrutant leur profondeur abyssale, il aperçut son propre reflet, déformé, comme tissé d'une terreur primordiale. Ce fut le moment où il comprit tout. La main de Gloire n'était pas qu'une simple clé ouvrant des portes ordinaires. Elle ouvrait des portails vers des mondes tout à fait différents, inconnus. Sa présence attirait à elle quelque chose d'insaisissable. Ceux qui commençaient à peine son chemin vers ce monde. Et maintenant que cette force s'était définitivement emparée d'elle, il en était devenu le guide, le centre d'attraction de l'inconnu. Ce qui n'existait auparavant que dans ses rêves les plus secrets avait maintenant pris corps et se tenait devant lui, effroyablement réel et empreint d'une terreur primordiale. Pensais-tu vraiment que ce n'était qu'un simple outil ? La voix résonna, semblant émaner de partout à la fois, emplissant chaque recoin de la pièce. Elle était sèche, tel le bruissement des feuilles d'automne
ou le grincement d'une étoffe ancienne et déchirée. C'est une clé ouvrant la voie à quelque chose de bien plus grand, à ceux qui attendaient patiemment son heure. Et toi, misérable imbécile, tu lui as toi-même ouvert les portes. Une peur glaciale envahit Marten. Ses jambes fléchirent sous le poids de la réalisation. Il tenta de reculer, mais son dos rencontra aussitôt un mur froid et hostile. Il était acculé, sans le moindre espoir de retraite. La main de Gloria, qu'il serrait dans la sienne, s'embrasa soudain, devint brûlante, d'une chaleur insoutenable. 6 doigts se resserrèrent instinctivement autour de celle-ci, comme pour retenir une vie qui s'échappait. Et alors, il sentit une énergie inconnue et puissante se répandre dans ses veines. Ce n'était pas sa propre force, mais celle de la main elle-même. Prenant son courage à 2 mains, il dirigea la main vers les ombres qui s'épaississaient, l'enveloppant de toutes parts. À l'instant même, un flux aveuglant de lumière invisible jaillit de ses doigts noueux et ridés. Il frappa directement la masse d'ombre qui, comme une créature blessée, émit un long sifflement. Puis, quelque chose d'absolument incroyable, dépassant toute compréhension, se produisit. Les ombres commencèrent à reculer lentement, semblant trembler devant cette lumière soudainement éclatante. Et puis, comme si elle se détachait de la main elle-même, une multitude de fines vrilles noires commença à en sortir, se tortillant comme si elles étaient vivantes. Elles s'enroulèrent aussitôt autour de Marten, le serrant. Il tenta de crier, mais son hurlement se noya dans un grondement grandissant qui ne ressemblait plus à un simple bruit, mais à la ville elle-même, rugissant dans une horreur mortelle. Martin sentit quelque chose de froid et de gluant s'insinuer en lui, comme des dizaines de minuscules créatures rampantes qui pénétraient jusqu'à ses veines. Il vit sa propre main, celle qui serrait la main de gloire, se transformer inexorablement. Sa peau se tendait, s'assombrissait, se ridait comme si elle se fanait. 6 doigts s'allongeaient, devenaient fins et osseux. Il regardait cette monstrueuse métamorphose avec dégoût et une horreur dévorante. Mais paralysé par la peur, il ne pouvait rien faire. C'était comme si sa propre main prenait vie, acquérant une nouvelle existence, terrifiante et incompréhensible. Et Cécile, où était-elle maintenant? Il se rappela vaguement ces mots, prononcés avec une inquiétude insaisissable. « Je suis venu la chercher, pour ce qui lui appartient de droit. » L'énigme flottait dans l'air. Était-elle elle-même une partie de cette force inconnue, ou bien son farouche adversaire? Soudain, tout s'est figé autour de lui. Le tumulte de la bataille s'est tu, les ombres se sont dissipées, tout a semblé s'arrêter, le laissant seul face à un silence oppressant et à ses propres pensées. Un calme familier a de nouveau envahi la pièce, troublé seulement par sa respiration haletante. Son regard est tombé, involontairement, sur sa propre main. Elle ne lui appartenait plus. Elle était devenue autre chose, la main de gloire. Tranchée, ratatinée, avec des doigts osseux aussi acérés que des aiguilles, elle irradiait cette lumière presque insaisissable. Le sentiment était double. Cette main était désormais une partie de lui. Et lui, à son tour, en était devenu le sien.
il a quitté la chambre, s'avançant dans la fraîcheur silencieuse de l'appartement ordinaire, où tout demeurait sereinement inchangé. Mais désormais, ce silence avait pris un sens tout autre, inquiétant. Lentement, comme à contre-cœur, il s'est approché de la fenêtre où le monde parisien était plongé dans le profond et velouté manteau de la nuit. De rares réverbères, tels des sentinelles solitaires, répandaient leur faible clarté sur les trottoirs humides d'une pluie récente, leur conférant un éclat mystérieux. Il toucha le verre froid de sa nouvelle main, inhabituelle, en ressentant son poids étrange et une puissance déroutante. Et soudain, comme jaillie des ténèbres, une silhouette spectrale apparut dans la fenêtre d'en face, dans cet appartement sombre et silencieux. Le contour d'un homme figé à sa fenêtre, dont le regard semblait fixé droit sur lui, traversant la nuit et la distance. Puis, lentement, cette silhouette leva une main et lui montra sa main, désormais elle aussi nouvelle, la main de gloire. Martin réalisa. Il était loin d'être le premier à subir un tel sort, et certainement pas le dernier. Tout se déroulait selon le même cycle immuable. C'était un jeu auquel il était désormais entraîné, tel une pion sur un échiquier. Il n'avait pas simplement trouvé un ancien artefact, il était devenu lui-même. Et maintenant, à l'instar de ceux qui avaient créé, des siècles auparavant, cette puissante création connue sous le nom de la main, Martin faisait désormais partie de la sombre histoire des voleurs parisiens, s'intégrant à jamais dans le tissu de cette légende sombre et éternelle. Un étrange sentiment incontrôlable s'était éveillé en lui. La faim, une faim d'intrusion, de compréhension de ce qui est caché, de ceux qui se cachent soigneusement derrière d'énormes portes verrouillées et dans des cachettes à l'abri des regards indiscrets. Il savait exactement où il irait ensuite, car il avait désormais la clé en main. Ce fut la clé qui ouvrit toutes les portes. Il était prêt à s'en servir pour en franchir n'importe laquelle, dans n'importe quelle ville, à n'importe quel moment, car il était devenu la main de gloire. Et elle était devenue lui. Quant à Paris, Paris continuait de vivre sa vie ancestrale, empreinte de secrets séculaires, sans même se douter que l'un de ses fils s'était désormais métamorphosé en l'une de ses légendes les plus effrayantes.